Peu de temps après le Big Bang, les seuls éléments chimiques présents dans l'univers étaient l'hydrogène, l'hélium et le lithium, les trois atomes les plus légers du tableau périodique. Ces éléments se sont progressivement réunis pour former des étoiles. Ces premières étoiles étaient massives et de courte durée de vie, produisant tous les éléments les plus lourds grâce à la nucléosynthèse stellaire. Le carbone, actuellement le quatrième élément chimique le plus abondant dans l'univers, s'est formé principalement dans les naines blanches, en particulier celles de plus de 2 masses solaires. Lorsque ces étoiles ont atteint la fin de leur cycle de vie, elles ont éjecté ces éléments plus lourds, parmi lesquels du carbone et de l'oxygène dans tout l'univers. Ces éléments plus lourds ont permis la formation de nouveaux objets, y compris des planètes rocheuses et d'autres corps. Selon l'hypothèse nébulaire, la formation et l'évolution du système solaire a commencé il y a 4,6 milliards d'années avant l'effondrement gravitationnel d'une petite partie d'un nuage moléculaire géant. La majeure partie de la masse qui s'est effondrée s'est rassemblée au centre, formant le Soleil, tandis que le reste s'est aplati en un disque proto-planétaire à partir duquel les planètes, les lunes, les astéroïdes et d'autres petits corps du système solaire se sont formés. La Terre de l'époque ADN était d'abord inhospitalière à tout organisme vivant. Au cours de sa formation, la Terre a perdu une partie importante de sa masse initiale et par conséquent manquait de gravité pour contenir l'hydrogène moléculaire et la majeure partie des gaz inertes d'origine. L'atmosphère se composait en grande partie de vapeur d'eau, d'azote et de dioxyde de carbone, avec de plus petites quantités de monoxyde de carbone, d'hydrogène et de composés soufrés. Les océans sont peut-être apparus des 200 millions d'années après la formation de la Terre dans un environnement chaud à presque 100 degrés. On pense que la solution de dioxyde de carbone dans l'eau a rendu les mers légèrement acides, leur donnant un pH d'environ 5,5 qui s'est ensuite dirigé en quelques millions d'années vers la neutralité. Il y a 4,3 milliards d'années, le paysage terrestre était bien différent de celui d'aujourd'hui. La Terre était un monde aquatique avec peu ou pas de croûte continentale. Son atmosphère extrêmement turbulente était soumise à la lumière ultraviolette intense du jeune soleil, du rayonnement cosmique et des impacts continus d'astéroïdes et de comètes. C'est à cette époque que le chauffage interne résultant du noyau et du manteau aurait causé la création de nombreuses plaques tectoniques plus petites et plus actives qui n'en existent actuellement. Il y a 4 milliards d'années, les changements d'orbite des planètes géantes du système solaire externe ont bombardé la Terre d'astéroïdes et de comètes, grêlant la Lune et les planètes intérieures. Cet événement, connu sous le nom de bombardement tardif, aurait rendu la vie moderne impossible. Les collisions fréquentes avec des objets jusqu'à 500 km de diamètre auraient stérilisé la surface de la planète en vaporisant les océans en seulement quelques mois. La vapeur chaude résultant de ces impacts ont formé d'immenses nuages à haute altitude couvrant complètement la planète, rendant la photosynthèse impossible. Après cet événement d'extrême violence, les pluies auraient lentement abaissé la hauteur des nuages, ramenant les océans à leur profondeur d'origine seulement 3000 ans après le bombardement tardif. Ces impacts auraient apporté des quantités de matière organique. Les périodes entre de tels événements dévastateurs permettent des fenêtres temporelles pour l'origine possible de la vie. Si le milieu hydrothermal marin profond était le site d'origine de la vie, alors celle-ci aurait pu se produire seulement 300 millions d'années après la création de la Terre, c'est-à-dire il y a 4,2 milliards d'années. Mais si le site de l'origine de la vie était en surface, cette vie n'aurait pu se produire qu'il y a 3,7 milliards d'années. Si la vie avait évolué à plus de 10 mètres de profondeur dans les océans de l'époque, elle aurait été protégée à la fois des impacts tardifs et des niveaux élevés des rayonnements UV du Soleil. Les simulations de la croûte océanique chauffée par géothermie produisent beaucoup de composés organiques. Dans les profondeurs près des sources hydrothermales s'échappe une chaleur comprise entre 100 et 150 degrés et c'est précisément ces températures auxquelles certaines bactéries ont été retrouvées vivantes. Ces organismes sont placés à la base de l'arbre phylogénétique du vivant, au plus près du dernier ancêtre commun universel. La première vie connue sur Terre existait il y a plus de 3,5 milliards d'années, pendant l'ère éoarchéenne quand une croûte suffisante s'était solidifiée. La première preuve physique trouvée jusqu'à présent sont des microfossiles, au nord du Québec. Cette découverte suggère que la vie s'est développée très peu de temps après la formation des océans. La structure des microbes était similaire à celle des bactéries trouvées près des sources hydrothermales, aujourd'hui soutenant l'idée que l'origine de la vie, aussi appelée l'abiogénèse, a commencé près des bouches hydrothermales. Le scénario appelé la soupe primordiale résume le processus de l'origine de la vie en 4 étapes. Premièrement, la Terre avait primitivement une atmosphère réductrice.
Effectivement, la Terre en se refroidissant provoque l'échappement de certains éléments très légers du magma originel pour former l'enveloppe atmosphérique de l'époque, composée essentiellement d'hydrogène et d'hélium. En deuxième, cette atmosphère a produit des composés organiques simples qu'on appelle des monomères sous l'action de diverses sources d'énergie, la lumière UV, la chaleur du manteau et même la fermentation. Troisièmement, ces composés se sont accumulés au fil du temps dans une sorte de soupe chimique qui a pu se trouver concentrée en divers endroits, côtes et lagunes, monts hydrothermales, etc. Et quatrième et dernière, par la suite, des polymères et composés plus complexes se sont développés dans le mélange, conduisant finalement à la vie. Les trois premières étapes ont fait l'objet de reconstitutions et d'études en laboratoire, mais la quatrième étape de cette théorie peut être qualifiée de très simpliste, rappelant le fameux coup de baguette magique des contes de fées. Rentrons donc un peu plus dans ces mystérieuses étapes qui font de la Terre un lieu unique. Mais avant ça, un bref petit rappel du langage universel de la nature qui constitue le vivant. Comme vous le savez probablement, une cellule est une unité biologique essentielle qui se trouve dans chaque être vivant présent sur Terre, excepté les virus, mais ça on en parlera après. Et dans cette cellule, il y a un noyau qui contient quasiment l'ensemble de l'ADN de cette cellule. L'ADN, c'est une molécule très longue composée d'une succession de nucléotides accrochés les uns aux autres par des liaisons. Il existe 4 nucléotides différents, A, C, G et T, dont l'ordre d'enchaînement est très précis et qui, collé bout à bout, correspond à l'information génétique. Cette molécule d'ADN structurée en hélice double constitue le support des gènes qui ne sont d'autres que la succession de bases des nucléotides. Cette cellule n'ayant pas une durée de vie illimitée, il faut donc sauvegarder l'information génétique. Cet ADN doit donc être recopié de façon très fidèle lors de la multiplication des cellules au cours d'un processus nommé la réplication. La réplication, c'est donc le mécanisme de production de nouvelles molécules d'ADN. Au niveau cellulaire, la copie de l'ADN résulte en la formation de 2 molécules filles identiques entre elles et identiques à la molécule mère. Pour ce faire, les 2 brins de la molécule d'ADN mère sont séparés et chacun sert de modèle pour la formation d'un nouveau brin complémentaire. Cette étape est appelée la réplication de l'ADN et fait intervenir toute une machinerie cellulaire pour ouvrir l'ADN, le dérouler, le recopier, etc. Bon, maintenant qu'on a sauvegardé notre ADN, il faut aussi pouvoir utiliser son information génétique pour coder les futures protéines utiles pour tous les organismes vivants. Les gènes portés par l'ADN vont être codés sous une autre forme en ARN messager au cours d'un processus nommé la transcription. L'information contenue dans les gènes va servir à la fabrication de milliers de protéines qui interviennent dans le fonctionnement de la cellule. La première étape consiste à recopier l'information des gènes de la cellule sous la forme d'une molécule très proche de l'ADN, le fameux ARN. Lors de la transcription du gène, un des brins d'ADN est transcrit en séquence ARN par un complexe d'une douzaine de protéines. Cette copie, appelée ARN messager, est destinée à l'usine de fabrication des protéines et fournit la recette permettant de coder ces protéines. La lecture du message porté par l'ARN messager et sa traduction sous forme de protéines sont assurées par le ribosome. Son rôle, c'est le décodage d'une information écrite avec 4 lettres, ACGT de l'ADN, puis ACGU de l'ARN, vers un alphabet à 20 lettres, les 20 acides aminés composant les protéines. Il réalise cette opération en lisant la séquence de l'ARN par groupe de 3 bases, par exemple GGC. Ce triplet qu'on appelle codon indique un acide aminé de la séquence de la protéine en cours de fabrication. La correspondance entre codon et acide aminé est définie par le code génétique et s'exprime par l'intermédiaire d'une famille d'ARN particuliers, les ARN de transfert. Chaque ARN de transfert contient la séquence complémentaire d'un codon et porte fixé à son extrémité l'acide aminé correspondant. Ainsi, lorsque le ribosome rencontre un nouveau codon, l'ARN de transfert vient s'y fixer et fournit au ribosome le prochain acide aminé à incorporer dans la protéine en cours de fabrication. Une protéine commence toujours de la même façon, c'est-à-dire par l'acide aminé méthionine, codé par le codon initiateur AUG, suivent ensuite les autres acides aminés dans l'ordre indiqué par la séquence des codons sur l'ARN messager. La synthèse s'achève lorsque le ribosome rencontre un codon stop qui indique au ribosome qu'il est arrivé à la fin de la séquence de la protéine. Cette dernière est alors libérée pour aller remplir sa fonction biologique dans la cellule. L'ensemble de ce balai moléculaire se doit, une fois encore, d'être très efficace, un ribosome enfilant les perles de protéines à une cadence de 15 acides aminés par seconde. La cellule est dotée de nombreux systèmes de contrôle, à la fois pour traquer la survenue de mutations qui modifieraient l'information stockée dans l'ADN et pour réguler l'expression des gènes.
Elle s'assure aussi de la production de protéines en quantité voulue et au moment opportun pour ajuster précisément l'activité des ribosomes. Mais du coup, quelles sont les origines de ces mécanismes complexes ? Plusieurs modèles font l'hypothèse de l'apparition d'un métabolisme primitif qui aurait précédé l'émergence de la réplication de l'ARN. Les modèles qu'on appelle gènes d'abord ont été formulés après la découverte de l'ADN et de son rôle dans l'hérédité. Dans ces modèles, l'apparition du génome a précédé l'apparition du métabolisme. Des molécules d'ADN auraient ainsi existé seules, s'autorépliquant à partir des molécules présentes dans leur environnement. L'origine de la vie soulève alors une difficulté logique, celle de l'antériorité du métabolisme ou du code génétique. En effet, un métabolisme complexe ne peut pas exister sans protéines, donc sans code génétique permettant de les reproduire. Mais inversement, le code génétique n'a pas de sens sans le milieu métabolique capable de l'interpréter. La logique suppose l'existence d'un polymère à la fois autorépliquant et ayant des fonctions de catalyseur. On aboutit donc à deux hypothèses différentes. La première est que les premières formes de vie sur Terre ont utilisé l'ARN comme seul constituant génétique capable d'encoder l'information nécessaire. La deuxième est encore plus restrictive puisqu'elle considère l'ARN comme la première forme de vie sur Terre, c'est-à-dire comme le premier système chimique à l'origine de l'évolution biologique. Cette hypothèse s'appelle l'hypothèse du monde à ARN. Il existe ensuite un gouffre à franchir entre les modèles décrivant la complexification croissante d'une chimie prébiotique pour aboutir à la formation de plusieurs nucléotides dominants qui modélisent l'ADN, ce qui semble nécessiter au bas mot quelques centaines de gènes pour produire les constituants d'un métabolisme capable de se répliquer. Seules les protéines enzymes paraissent capables d'une activité catalytique, mais ces protéines sont trop complexes et variées pour être dupliquées. La soupe primordiale est initialement formée par des molécules relativement simples, mais sa composition se complexifie progressivement à la suite de réactions chimiques portant sur les molécules de première génération. L'action de la source d'énergie, les rayonnements ultraviolets ou autres, sur ces premières molécules formées crée des radicaux libres plus complexes, capables d'interagir avec les molécules de première génération pour conduire par génération successive à des molécules de plus en plus lourdes. Ces molécules ainsi formées peuvent directement réagir entre elles, conduisant à de nouvelles synthèses. Ces systèmes chimiques, en se dupliquant sous forme de réplicateurs, présentent la propriété importante de ne pas être parfaites. Les répliques produites ne sont pas toujours strictement identiques au modèle original, et ces différences peuvent influer sur la capacité à se répliquer. Par ailleurs, les espèces chimiques de ce système peuvent avoir des durées de vie limitées et ou subir des transformations chimiques qu'on appelle des mutations, que ce soit par l'agressivité chimique du milieu où elles évoluent, par l'agitation thermique ou par des rayonnements extérieurs. Enfin, ces réplicateurs se nourrissent d'espèces chimiques de base qui forment une ressource limitée car son renouvellement est plus lent par rapport à la croissance exponentielle de ces molécules réplicatives. La source prébiotique va donc progressivement se peupler de différentes variantes de réplicateurs en compétition pour accéder aux ressources de base et dont leur objectif est de réaliser le plus de duplications possible avec une durée de vie limitée. Dans cet environnement, une variante devient majoritaire lorsqu'elle présente des caractéristiques assurant un avantage par rapport aux autres variantes. Que ce soit la longévité, la fécondité ou la fidélité de la reproduction, dans tous les cas, la pression de la sélection favorise structurellement la meilleure performance dans l'une de ces trois formes de stabilité. À partir du moment où des boucles chimiques de ce type se mettent en place, la soupe prébiotique est donc le lieu d'une sorte de sélection de survie, conduisant à favoriser à terme une nouvelle variante qui présente une meilleure stabilité ou qui réduit la stabilité des autres variantes de réplicateurs avec lesquelles elle est en compétition. Mais la vie n'est pas juste une réaction chimique comme les autres, elle est aussi gouvernée par le deuxième principe de la thermodynamique. Il existe une différence essentielle entre les êtres vivants et les amas d'atomes de carbone inanimés. Les premiers ont tendance à beaucoup mieux capturer l'énergie de leur environnement en dissipant cette énergie sous forme de chaleur. Quand un groupe d'atomes est entraîné par une source d'énergie externe comme le Soleil et entouré par un bain de chaleur comme l'océan ou l'atmosphère, il se restructure progressivement afin de dissiper de plus en plus d'énergie. Cela pourrait signifier que dans certaines conditions, la matière acquiert inexorablement l'attribut physique associé à la vie. Le cœur de ce phénomène s'appuie sur le deuxième principe de la thermodynamique, aussi connu comme l'entropie croissante.
Imaginez que vous preniez une boîte de pièces de puzzle et que vous les jetiez sur la table. En théorie, il est possible que les pièces se mettent parfaitement en place et créent un puzzle complet lorsque vous les sortez de la boîte. Mais en réalité, cela n'arrive jamais. Tout simplement parce que les chances sont très faibles. Il faudrait que chaque pièce tombe au bon endroit pour créer un puzzle complet. Il n'y a qu'un seul état possible où chaque pièce est en ordre, mais il existe un nombre presque infini d'états où les pièces sont en désordre. Mathématiquement parlant, il est très peu probable qu'un résultat ordonné se produise au hasard. Maintenant, si vous construisez un château de sable sur la plage et que vous revenez quelques jours plus tard, il ne sera plus là. Il n'y a qu'une seule combinaison de particules de sable qui ressemble à votre château de sable. En revanche, il existe un nombre presque infini de combinaisons qui n'y ressemblent pas. Là encore, en théorie, il est possible que le vent et les vagues déplacent le sable et créent la forme de votre château de sable. Mais en pratique, cela n'arrive jamais. Les chances sont astronomiquement plus élevées que le sable soit dispersé en un amas aléatoire. Ces exemples simples capturent l'essence de l'entropie. L'entropie est une mesure du désordre, et il y a toujours beaucoup plus de variations désordonnées que de variations ordonnées. Voici la chose cruciale à propos de l'entropie, elle augmente toujours avec le temps. Laissée à elle-même, la vie deviendra toujours moins structurée, comme les châteaux de sable. Mais vous pouvez lutter contre l'attraction de l'entropie. Vous pouvez résoudre le puzzle, mais vous devrez dépenser de l'énergie. Mais comme l'univers glisse naturellement vers le désordre, vous devez dépenser de l'énergie pour créer de la stabilité, de la structure et de la simplicité. Ainsi, les particules qui se déplacent et interagissent ont tendance à adopter des configurations dans lesquelles l'énergie est répartie. Finalement, le système arrive à un état d'entropie maximale appelé équilibre thermodynamique dont l'énergie est répartie uniformément. Bien que l'entropie augmente au fil du temps dans un système fermé, un système ouvert peut maintenir son entropie basse en augmentant grandement l'entropie de son environnement. Une plante, par exemple, absorbe la lumière solaire extrêmement énergique, l'utilise pour construire des sucres et éjecte de la lumière infrarouge, une forme beaucoup moins concentrée d'énergie. Ainsi, l'entropie globale de l'univers augmente lorsque la plante dissipe la lumière du soleil, acquise par photosynthèse, alors même que la plante elle-même empêche sa décomposition en maintenant une structure interne ordonnée. Cela signifie que des amas d'atomes plongés dans un bas à une certaine température, comme l'atmosphère ou l'océan, doivent se réarranger en permanence pour résonner de mieux en mieux avec leur environnement extérieur. L'autoréplication ou la reproduction en termes biologiques, processus qui entraîne l'évolution de la vie sur Terre, est un mécanisme par lequel un système pourrait dissiper une quantité croissante d'énergie au fil du temps. Et une bonne façon de dissiper encore plus de chaleur est de faire toujours plus de copies de soi-même. Le principe sous-jacent de cette évolution est l'adaptation axée sur la dissipation de la matière, et ce principe s'applique aussi à la matière inanimée. Outre l'autoréplication, une plus grande organisation structurelle est un autre moyen par lequel les systèmes fortement entraînés dissipent l'énergie. Une plante, par exemple, achemine l'énergie solaire à travers elle-même bien mieux qu'un tas non structuré d'atomes de carbone. Ainsi, dans certaines conditions, la matière peut spontanément s'organiser. Cela pourrait expliquer l'ordre interne des êtres vivants et des nombreuses structures inanimées. Les flocons de neige, les dunes de sable et les tourbillons ont tous en commun le fait que leur structure facilite un processus de dissipation. Cette théorie donne une autre explication que celle de la théorie darwinienne pour chaque adaptation. Ainsi, la raison pour laquelle un organisme montre une caractéristique X plutôt que Y n'est pas parce que X est plus fort que Y, mais parce que les contraintes physiques facilitent l'évolution de X par rapport à Y. Fondamentalement, la vie ne peut exister qu'en exploitant un déséquilibre thermodynamique, et c'est l'augmentation d'entropie qui produit la dissipation de ce déséquilibre qui apparaît comme la force motrice de la vie. La vie repose sur la chimie du carbone en présence d'eau et met principalement en jeu 5 familles de composés chimiques, qui sont les lipides, les hydrates de carbone, les bases azotées, les monomères et les protéines. Toute théorie de l'abiogénèse, c'est-à-dire de l'origine de la vie, doit pouvoir expliquer l'origine et les interactions de ces 5 classes de molécules. L'hypothèse d'un monde à ARN, qui a aujourd'hui la faveur des scientifiques, est fondée sur la découverte que l'ARN peut être à la fois le support d'une information génétique comme l'ADN et assurer des tâches métaboliques comme les protéines. L'ARN pourrait être ainsi la première molécule réplicante du fait de ses propriétés. Du point de vue de la reproduction, cette molécule possède donc 2 fonctions primordiales, le stockage de l'information et la catalyse nécessaire à l'autoréplication.
Il est donc en théorie possible, sur ce modèle, que l'ARN seul suffise à établir un métabolisme primitif. Toutefois, il reste encore à découvrir un ARN capable de se répliquer lui-même. Comme on l'a vu avant, la traduction génétique est un mécanisme largement gouverné par l'ARN qui a pu prendre naissance dans un monde à ARN. Initialement, en l'absence de protéines sophistiquées, la traduction n'a pu être qu'imprécise. De ce fait, il n'était possible de synthétiser que de petites protéines ou des protéines à séquences variables. Mais inversement, l'absence de grandes protéines permettait aussi au génome d'être relativement petit. Une sélection naturelle peut alors porter sur la performance de la traduction génétique associée à des molécules d'ARN et comme précédemment induire une pression de sélection vers plus de longévité, plus de vitesse de reproduction et plus de précision dans la réplication. Une meilleure performance de la traduction génétique signifie que les protéines peuvent de leur côté évoluer vers plus de complexité et plus de spécificité, ouvrant la voie à de nouveaux mécanismes métaboliques. L'étape cruciale pour synthétiser des protéines et permettre l'apparition d'une première cellule semble être la formation d'un ribosome primitif qui a par la suite été soumis à la sélection naturelle et pu évoluer en se complexifiant pour augmenter sa performance. Le ribosome a pu apparaître avant la première cellule et a pu avoir eu à cette époque à la fois la capacité d'améliorer la production des protéines et la capacité d'encoder les éléments nécessaires à la duplication de ce métabolisme primitif, ce dont il conserve encore des traces sous la forme d'une grande densité d'informations redondantes. À partir du moment où cette voie généraliste de synthèse des protéines est ouverte, la sélection naturelle ne porte plus uniquement sur la capacité enzymatique des brins d'ARN, mais également sur les protéines qu'elle est capable de synthétiser. Les transferts horizontaux modernes, qui est le processus dans lequel un organisme intègre du matériel génétique provenant d'un autre organisme sans en être le descendant, sont le fait de mécanismes très élaborés mis en œuvre notamment par des virus. Les premiers transferts prébiotiques ont pu prendre une forme beaucoup plus informelle de transfert. L'intégralité du métabolisme d'un site prébiotique peut être ainsi dupliquée d'un site à l'autre. Ce mélange entre les différents systèmes qu'on appelle sites permet de diversifier les métabolismes d'un site et de coloniser de nouveaux sites prébiotiques, conduisant à une compétition entre variants et à une forme de sélection naturelle entre les métabolismes des différents sites. La prédominance des transferts horizontaux implique que l'évolution à ce stade ne fonctionne pas par apparition de nouvelles espèces, dont on peut retracer l'arbre généalogique, mais fait évoluer l'ensemble des sites concernés par des échanges en une évolution issue d'un même ancêtre souche. Mais cette forme non contrôlée laisse les sites prébiotiques vulnérables à l'apparition de molécules prédatrices ou parasites qui épuisent le métabolisme du site et sont susceptibles de se répandre par le même moyen. Il faut que le métabolisme atteigne un seuil de complexité minimale, qu'on appelle le seuil darwinien, pour qu'une entité puisse se reproduire du seul fait de son métabolisme et ainsi franchir l'étape critique à partir duquel le transfert de gènes vertical, c'est-à-dire lorsque l'organisme reçoit du matériel génétique à partir de son ancêtre, devienne le mécanisme prépondérant. Bien que l'ARN soit donc à l'origine de l'ADN dans le métabolisme cellulaire, la réaction permettant de passer de l'un à l'autre est très difficile à réaliser car cette réaction est très coûteuse en énergie. Mais l'ARN étant une molécule fragile, il paraît donc improbable qu'elle puisse vivre sans l'intervention de protéines. Ainsi, l'origine de l'ADN trouve vraisemblablement sa source après l'apparition des protéines indispensables à chaque étape de sa synthèse à partir des précurseurs de l'ARN au sein de la cellule. L'ADN présente un certain nombre d'avantages sur l'ARN en termes de conservation de l'intégrité de l'information génétique. Tout d'abord, il se casse moins facilement, car l'ADN contient un atome d'oxygène de moins que l'ARN. Or, l'oxygène peut facilement interagir sur les liaisons entre nucléotides, posant alors un problème de stabilité. Mais les avantages en termes de stabilité de l'ADN pourraient ne pas suffire à expliquer son adoption. Il faudra un avantage sélectif supplémentaire qui peut-être serait dû au conflit entre virus et cellules vivantes. Dans ce modèle, le premier organisme à ADN serait un virus. L'ADN conférerait au virus le pouvoir de résister à des enzymes qui dégradent le génome à ARN, arme défensive probable des cellules. On retrouve le même principe chez des virus actuels qui altèrent leur ADN pour résister à des enzymes produites par des bactéries qu'ils infectent.
Actuellement, on peut observer que les enzymes nécessaires à la rétrotranscription de l'ARN vers l'ADN sont très présentes chez les rétrovirus, dont le génome est porté par de l'ARN. Cette hypothèse est également corroborée par la découverte de virus à ADN, dont celui-ci contient non pas des groupements de nucléotides T, mais des groupements U. Du point de vue évolutif, il y aurait eu donc d'abord l'apparition de l'ARN, puis de l'ADN avec la nucléotide U, puis de l'ADN à la nucléotide T, qui se serait progressivement imposé. Les virus à ARN seraient ici des reliques du monde à ARN, les virus à ADN-U se seraient ensuite imposés, puis enfin bien les virus à ADN-T. Les virus à ADN pourraient donc être plus anciens que la première cellule à ADN. La première cellule à ADN aurait donc emprunté à un ou plusieurs virus sous la pression d'une course aux armements. La nature du génome du plus ancien ancêtre commun à tous les êtres vivants, que les scientifiques prénomment Luca, reste inconnue. Faisait-il encore partie du monde à ARN ou avait-il déjà un génome à ADN? Quoi qu'il en soit, Luca est le fruit d'une longue évolution. Le génome des premières cellules qui ont précédé Luca était sans doute constitué par des molécules d'ARN et non pas d'ADN. L'apparition de l'ARN a été elle-même un événement tardif. En effet, cette molécule ne semble pas pouvoir être synthétisée par les molécules simples de la chimie prébiotique. L'ARN aurait donc été précédé par des molécules dont nous ne connaîtrons sans doute jamais la nature exacte. Ce qui amène les scientifiques à penser que l'ARN était avant l'ADN résulte de ce constat. Les trois grandes lignées du vivant ne partagent que le système de biosynthèse des protéines, alors qu'elles diffèrent sur le système de réplication de l'ADN. Ces éléments suggèrent que l'ADN a été inventé avant Luca, mais n'était pas répliqué à cette époque, les mécanismes de réplication n'ayant été inventés que plus tard. Il existe alors plusieurs hypothèses pour le passage de l'ADN d'origine virale dans les cellules vivantes. Soit ce passage s'est produit en une seule fois, soit il a pu avoir lieu plusieurs fois indépendamment dans les différentes lignées. Dans le premier cas, les premiers gènes des enzymes de réplication auraient donc été remplacés par la suite par ceux d'un autre virus, formant ainsi les trois lignées. L'hypothèse la plus probable à ce jour est que les trois lignées du vivant trouvent leur source dans le remplacement du génome à ARN par le génome à ADN des trois virus différents. Ce passage de l'ARN à l'ADN serait dû au fait que les génomes à ADN sont plus stables et donc moins sensibles aux mutations. Après plus d'1 milliard d'années à évoluer, cette vie a mis en place l'un des plus remarquables mécanismes. Les premières à l'utiliser furent les cyanobactéries, ou de leurs anciens noms, algues bleues, qui ont évolué il y a moins de 2,4 milliards d'années en ouvrant la voie à une transformation remarquable. Elles sont devenues les premières photosynthétiseurs de la Terre, fabriquant de la nourriture à partir d'eau et d'énergie solaire, en libérant ainsi de l'oxygène. Cette production d'oxygène des cyanobactéries vivant dans les océans terrestres a probablement été à l'origine de la grande oxydation, ce brutal enrichissement de l'atmosphère en dioxygène il y a 2 milliards d'années, rendant l'environnement moins hospitalier pour d'autres microbes ne tolérant pas l'oxygène. Après s'être stabilisée à des niveaux d'oxygène inférieurs que nous connaissons actuellement, la population des cyanobactéries a radicalement baissé. Ces cyanobactéries mortes ont dérivé dans l'eau, engendrant la décomposition de leur corps, ce qui a probablement réduit les niveaux d'oxygène. Ainsi, à cette époque, l'océan n'était toujours pas un environnement approprié pour la plupart des formes de vie qui ont besoin de suffisamment d'oxygène. Mais au fur et à mesure que le système de la vie se complexifiait, d'autres innovations se produisaient. Bien que de nombreuses bactéries puissent traiter de nombreuses molécules, cette vie n'avait pas les cellules spécialisées nécessaires aux corps les plus complexes. Les corps des animaux ont diverses cellules, peau, sang, os, qui contiennent des organites, chacune effectuant un travail distinct. La vie présente à cette époque ne sont que des cellules uniques, sans organites ni noyaux pour emballer leur ADN. Quelque chose de révolutionnaire s'est alors produit lorsque des microbes ont commencé à vivre à l'intérieur d'autres microbes, fonctionnant comme des organites pour eux. Les mitochondries, les organiques qui transforment les aliments en énergie, ont évolué à partir de ces relations mutuellement bénéfiques. C'est à cette époque, pour la première fois, que l'ADN fut conditionné dans un noyau. Les cellules ont également commencé à vivre ensemble, probablement parce que certains avantages pouvaient être obtenus. Les groupes de cellules sont en mesure de se nourrir de manière plus efficace et aussi de mieux se protéger en étant plus gros. Vivant collectivement, les cellules ont commencé à subvenir aux besoins du groupe, chaque cellule faisant un travail spécifique.
Certaines cellules étaient chargées de faire des jonctions pour maintenir le groupe ensemble, tandis que d'autres cellules fabriquaient des enzymes digestives capables de décomposer les aliments. Ces amas de cellules spécialisées et coopérantes sont finalement devenus les premiers animaux, dont les preuves ADN suggèrent qu'ils ont évolué il y a environ 800 millions d'années. Les éponges sont parmi ces premiers animaux. Les niveaux d'oxygène dans l'océan de cette époque étaient encore bas par rapport à aujourd'hui, mais les éponges sont capables de tolérer des conditions de faible teneur en oxygène. Bien que comme les autres animaux, ils aient besoin d'oxygène pour se métaboliser, ils n'en ont pas besoin de beaucoup car ils ne sont pas très actifs. Ils se nourrissent en extrayant les particules de nourriture de l'eau qui sont pompées à travers leur corps par des cellules spécialisées. Grâce à leur squelette dur, les éponges sont devenues les premières structures de récifs sur Terre. Il y a environ 580 millions d'années commence le début d'une nouvelle période appelée Édicarien avec une prolifération d'autres organismes en plus des éponges. Ces créatures des fonds marins variés ont vécu aux côtés des éponges pendant 80 millions d'années. Les preuves fossiles peuvent être trouvées dans les roches sédimentaires du monde entier. À la fin de l'Édicarien, les niveaux d'oxygène ont augmenté, se rapprochant des niveaux suffisants pour maintenir la vie à base d'oxygène. Cette augmentation est probablement due à la multiplication de ces premières éponges qui produisent de l'oxygène en mangeant des bactéries. Il y a environ 540 millions d'années, la plupart de ces créatures édicariens ont disparu, signalant un changement environnemental majeur. L'évolution des formes des animaux, de la chaîne alimentaire et de l'ingénierie environnementale ont alors joué leur rôle. Des terriers trouvés dans les archives fossiles datant de cette période révèlent que des premiers animaux ressemblant à des vers avaient commencé à creuser le fond des océans. Ces premiers ingénieurs environnementaux ont perturbé, peut-être aéré les sédiments, perturbant les conditions pour d'autres animaux édicariens. À mesure que les conditions environnementales se détérioraient pour certains animaux, elles s'amélioraient pour d'autres, catalysant potentiellement un changement d'espèce. La période qui suivit a été témoin d'une explosion de nouvelles formes de vie. Parallèlement aux nouveaux modes de vie des nouveaux animaux, des parties du corps dur comme les coquilles et les épines sont apparues. Les parties dures des corps ont permis aux animaux de modifier plus radicalement leur environnement. Un changement s'est également produit avec les animaux plus actifs, avec des têtes et des queues définies pour le mouvement directionnel pour chasser des proies. L'alimentation des animaux comme les trilobites peut avoir encore plus perturbé le fond marin sur lesquels vivaient les douces créatures édicariennes. Des styles d'alimentation uniques ont divisé l'environnement, laissant place à une plus grande diversification de la vie. Beaucoup de ces organismes étranges étaient des expériences évolutives comme l'Opabinia à 5 yeux. Mais certains groupes tels que les trilobites ont prospéré et dominé la Terre pendant des centaines de millions d'années. Malgré tous les changements qui ont suivi, presque tous les types d'animaux existants étaient établis il y a 500 millions d'années, formant la base de l'écosystème connu aujourd'hui sur Terre. Une autre hypothèse est que la vie se soit d'abord formée hors de la Terre. Les composés organiques sont relativement fréquents dans l'espace, notamment dans les zones lointaines du système solaire où l'évaporation des composés volatiles est très réduite. Certaines comètes présentent des couches externes de matière sombre qu'on pense être une sorte de bitume formé par une combinaison de composés carbonés simples et exposés aux rayons ultraviolets. La pluie de matériaux cométaires sur la Terre primitive pourrait avoir apporté des quantités de molécules organiques complexes, ce qui aurait favorisé l'apparition de la vie sur Terre. Mais là encore, ce serait plutôt un apport de matériaux organiques plus ou moins complexe que l'apport de la vie elle-même. Une hypothèse plus large est la panspermie, une théorie selon laquelle l'origine de la vie sur Terre serait due à une contamination extraterrestre. Des transferts d'organismes vivants microscopiques à travers l'espace jusqu'à la Terre, naturels ou délibérés, grâce aux comètes ou aux météorites par exemple. Ces théories d'une origine extraterrestre n'expliquent pas directement comment la vie est apparue, car elles ne font que reporter le problème. On pourrait aussi étudier la question de l'origine de la vie à partir d'un paradigme ou d'un point de vue différent. Il s'agit plutôt de traiter la question de comment et quand l'évolution a commencé, au lieu d'essayer de définir la vie et de délimiter une frontière quant à son origine. Encore aujourd'hui, aucune définition universelle de la vie n'existe. Pour vous donner une idée, pas moins de 123 définitions de la vie sont déjà proposées. La frontière entre système vivant et système non vivant, ainsi que le moment à partir duquel le non vivant serait devenu vivant, sont assez arbitraires.
Mais depuis quelques années, le problème de la vie n'est plus de rechercher les principes qui la sous-tendent, mais est devenu un problème de nature historique. La question n'est plus qu'est-ce qui caractérise les organismes par rapport aux objets inanimés, mais plutôt comment ces caractéristiques se sont progressivement installées dans les systèmes que nous appelons des organismes. Finalement, la question deviendrait comment l'évolution darwinienne a-t-elle émergé sur Terre il y a 4 milliards d'années environ, dans un monde qui ne la contenait pas encore. Voilà, si ce n'est toujours pas fait, vous pouvez vous abonner, liker, commenter et partager la vidéo. Si on se retrouve d'ici quelques jours pour une future vidéo sur Orbinea, allez bye!